L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Londres, quartier de North Kensington, en plein centre de la capitale de l'Empire britannique. Une chaude matinée d'été se lève. Dans les allées ombragées du cimetière de Kensal Green, une nuée de curieux se presse. Un char funèbre vient d'arriver, discret, tiré par 2 chevaux immaculés. Chaque fois que le véhicule quitte l'ombre protectrice des arbres, ses vitres reflètent avec puissance la lumière solaire. Des uniformes militaires et des toilettes féminines noires et ouvragées garnissent la place. Sur la pierre tombale, au centre de toutes les attentions, une fine inscription vient d'être taillée. Dr James Barry, inspecteur général des hôpitaux. John est l'un des membres de cette assemblée mortuaire. Accompagné d'un petit chien blanc vieillissant, il reste à l'écart, dissimulé par l'ombre d'un immense marronnier. L'homme est le compagnon de toujours du docteur Barry, son employé de maison, mais surtout son plus fidèle ami. Sa discrétion n'est en rien liée au chagrin. Il projette de disparaître de la face du monde à la suite de la cérémonie. En effet, dans la presse londonienne bouillonnante, un scandale s'apprête à être révélé. Le docteur Barry aurait tout au long de sa vie caché un lourd secret qui pourrait bien malgré lui éclabousser John et le plonger dans l'infamie. Nous sommes le 26 juillet 1865. Il est un peu plus de 10h30 et c'est l'heure H de mon histoire. Psyché, tiens-toi tranquille, tu veux ? L'animal semble acquiescer d'un œil. Ce petit chien est celui du mort, et depuis la disparition de son maître, il a tendance à donner du fil à retordre à John. Mais qu'importe. Bientôt, tous deux seront loin de ce cirque londonien qui menace de les emporter. John se fait discret. Plusieurs personnes sont à ses trousses. Des journalistes qu'il peut reconnaître ici et là, vautours armés de leurs calepins. Mais c'est pas tout. 2 autres protagonistes de l'affaire, proches du mort, cherchent à le voir et à lui tirer les vers du nez. En premier lieu, Sophia Bishop, l'une des servantes de la maison, qui a préparé le défunt pour l'enterrement. Ensuite, le major et docteur McKinnon, médecin personnel du mort et ami de ce dernier. Depuis la veille, l'une et l'autre tentent d'entrer en contact avec John, qui a obstinément refusé toute entrevue. Il n'a pas répondu aux missives, fermé sa porte à double tour. Le poids du scandale le guette, il le sait. Son sens du devoir, sa loyauté et aussi l'amitié sincère qu'il partageait avec son employeur l'obligent cependant à être présent pour les obsèques. Et puis, il y a Psyché, le chien. Le docteur Barry aurait voulu que son petit animal vienne lui faire ses adieux, lui, le végétarien convaincu, l'amoureux des bêtes. Jamais de volaille ou de lapin sur la table de la maisonnée, jamais un poisson nettoyé préparé dans les cuisines, jamais. Les yeux embués par des larmes épaisses et sincères, John ne bouge pas. Il observe les va-et-vient et reste aux aguets. Ces lamentations, bientôt incontrôlables, le rendent vulnérable face à cette foule silencieuse qui entoure le cercueil et le prêtre anglican disant sa messe. Faut dire que John et le docteur Barry ont tout vécu ensemble, de leur rencontre en Afrique du Sud aux escapades qu'ils ont pu faire lors de chaque mutation du médecin militaire. Jamaïque, Canada, John a vu plus de pays qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Grâce à la bienveillance du docteur, l'homme s'est senti chez lui partout, ce qui en Europe était loin d'être toujours simple. D'ailleurs, son protecteur n'est pas mort depuis 48 heures que déjà,
le domestique sent le vent qui tourne. Et pour cause. John est noir, né dans l'une des zones pauvres et sinistrées d'Afrique du Sud. Le travail que le défunt lui a donné était la chance de sa vie, et si l'Empire britannique avait été pionnier en matière d'abolition de l'esclavage, interdisant la traite en 1807, puis l'abolition définitive en juillet 1833, les mentalités semblaient parfois difficiles à faire évoluer. C'est aussi James Barry qui a permis à John de ne plus se soucier du regard des autres. Sa place, il l'a méritée, tout autant qu'un autre. La cérémonie doucement se termine. Le temps semble suspendu. Mètre après mètre, le cercueil descend dans le néant. Le soleil, qui continue de se hisser dans le ciel, semble contempler d'un œil désintéressé le rituel funéraire qui s'achève. Le domestique pense déjà à son bateau. Bientôt, il pourra s'échapper. Enfin. Les journalistes semblent s'être déjà lassés. John n'en voit plus dans l'assistance. Nulle trace de la servante et du major non plus. Il faut dire que les épaulettes et les breloques luisantes sous la lumière solaire rendent sa vision difficile. Ceux qui veulent l'attraper pourraient bien se trouver là, derrière les larges robes et les bottes de cavalerie. Il ne lui reste plus que quelques minutes à tenir. Encore un peu de vigilance et ce sera terminé. Mais, vous le savez, la foudre frappe toujours au moment où on ne l'attend pas. Alors que son regard fixe la pierre tombale de son ancien patron, John est attiré par des éclats de voix puissants, terribles, qui s'échappent de la foule. Bientôt, militaires et dames de la bourgeoisie ont sitôt fait de s'écarter dans un bruissement d'indignation. John comprend immédiatement ce qu'il se passe. La servante et le major, ivres de colère, sont en train de s'écharper, là, en plein milieu du cimetière. John doit s'échapper, et vite, ou alors il sera fait comme un rat. Pour le domestique, se tirer du piège devient l'absolue priorité. Se penchant pour attraper le chien, John manque de tomber, glisse sur le revêtement inégal de l'allée et se fait remarquer. D'un regard sévère, l'un ou l'autre officier le toise. Qui est ce gars qui amène un animal lors d'un enterrement ? C'est pour le moins indélicat, voire irrespectueux. Heureusement pour lui, les deux zouaves sont en pleine échauffourée et donc ne l'ont pas vu. John tente une sortie en empruntant les allées secondaires qui donnent à plusieurs endroits sur les rues adjacentes. Non sans un ultime regard, le cœur serré, vers la tombe de son ami, qu'il est contraint de quitter d'une manière qu'il juge indigne. Mais le mort ne peut plus le sauver. John se faufile au cœur de Kensal Green, inauguré en 1832. Ce cimetière s'est voulu comme une inspiration du Père-Lachaise à Paris. S'il a vu du pays, notre héros ne s'est jamais rendu en France. Pas facile, à ce titre, de faire des comparaisons. En le temps presse, il doit filer. Le besoin est impérieux. Derrière lui, les éclats de voix se sont tus. Il faut dire que le lieu de repos éternel, immense, lui a permis de vite se dégager de la foule qu'il cherche à fuir. Devant lui, à quelques pas, les grilles vers la liberté, vers l'anonymat de la rue retrouvée. Il a presque la main sur les barreaux en fer forgé qu'une voix féminine, tonitruante, l'arrête net. « John, je peux savoir pourquoi tu files de manière si sournoise ?» Encore haletant de sa course, notre homme se retourne. Cette voix, il la connaît. Oui, c'est la servante qui, les mains sur les hanches, vient de l'intercepter. Et la rencontre est loin, très loin même, d'être agréable. « John, j'ai découvert le secret du docteur. » L'homme, tenant fermement le chien sous son bras, ne pipe pas un mot. Pas de quoi stopper l'élan de Sophia Bishop, ivre de rage. « Je suis certaine que tu étais au courant depuis des années. Et je te préviens, je vais pas couvrir cette infamie. D'ailleurs, j'ai déjà averti les journalistes. Je veux de l'argent ou je ne ferai pas de démenti. » De l'argent ? Notre héros semble ne rien comprendre. Ou alors, il joue très bien la comédie. Attends, je vois pas de quoi tu parles, Sophia. Bon allez, maintenant laisse-moi partir.
et sans demander son reste, notre homme se jette sur le trottoir, la harpie derrière son dos. Il traverse la rue à grandes enjambées, manque de se faire écraser par une calèche lancée à vive allure sur les pavés. Sa poursuivante, empruntée, ne peut pas le suivre. John a disparu dans une ruelle. On ne le reverra plus. Avant de percer l'éventuel secret du docteur Barry, il nous faut remonter la ligne du temps de plusieurs décennies. Nous sommes en 1816, au Cap, en Afrique du Sud. Les guerres napoléoniennes sont terminées depuis peu, l'Angleterre victorieuse, s'est empressée d'envoyer l'aigle déchu sur un îlot perdu de l'océan Atlantique, nommé Sainte-Hélène. Notre héros, lui, est loin de ses préoccupations politiques. Aujourd'hui, la boule au ventre, John s'apprête à vivre sa première journée de travail. Le jeune homme parfaitement apprêté s'est rasé pour l'occasion. Voilà quelques semaines qu'il côtoie le docteur Barry qui, en recherche d'un domestique, a fini par lui proposer le poste. Pour John, la fierté est immense. Barry, fraîchement nommé chirurgien adjoint, avec un grade de lieutenant, est un militaire qu'on regarde avec respect. Sa carrière vient pourtant de démarrer. Jeune, petit, frêle, ses gestes sont parfois encore légèrement empruntés. Mais son aplomb, lui, est déjà absolument impressionnant. Le doc est sûr de lui, de ses compétences aussi. Sa chambrée, éclairée jusque tard dans la nuit, est la seule témoin de ses lectures scientifiques. Il dévore les ouvrages les plus récents sur la médecine, assouvi avec une soif inextinguible, sa volonté de connaissance. John est très impressionné par ce personnage fraîchement nommé à son premier poste d'importance. Son tout nouveau patron, qu'il retrouve en train de faire les 100 pas devant son baraquement, ne lui laisse même pas le temps d'ouvrir la bouche. « Bonjour John, nous sommes attendus chez le gouverneur de la place, le lieutenant général Lord Charles Somerset. Il a besoin de mes services. Vous venez avec moi, un assistant ne sera pas de refus. » Voilà que le nouveau domestique est plongé dans le bain sans sommation. Il faut dire que le moment est d'importance. Avant d'être propulsé à la tête de la colonie du Cap, à l'autre bout de l'Empire, Somerset fut un député, occupant des fonctions au sein de la Maison royale. John, tout autant que le docteur Barry, sait qu'il est de bon augure de ne pas décevoir un personnage de cette trempe. Le trajet jusqu'à la grande habitation du gouverneur est empreint d'une atmosphère de tension. Une lettre d'introduction à la main, Barry s'attendait à une telle entrevue. Ce qu'il ne pouvait pas imaginer, c'est que dans ce courrier, le dignitaire l'appelle à l'aide. Sa fille, de constitution fragile depuis sa naissance, est subitement tombée malade il y a quelques semaines. Aucun des traitements donnés n'a été efficace. Pire, elle semble s'enfoncer dans les abîmes. En voilà une mission particulière pour le lieutenant Barry fraîchement arrivé. Malgré la tension palpable dans son attitude, tout cela est contrebalancé par une incroyable force de caractère et une détermination sans faille. Barry sait ce qu'il fait. Cette gamine, il va la tirer d'affaire. Introduit auprès du gouverneur, le docteur ne fait pas de manière. Son attitude est presque insolente. Lui, tout ce qu'il veut, c'est voir la malade, l'ausculter. « Oh, vous tombez bien, elle est justement avec son médecin », lui signale Lady Somerset. Lorsqu'il pénètre dans la chambre calfeutrée, Barry se transforme en véritable tornade. Le toubib est en train de pratiquer une saignée. Pour Barry, cette méthode n'est en rien efficace. Pire, selon lui, ça fait bien plus de mal que de bien. Sans aucun ménagement, il se jette sur le médecin et le fait mettre dehors. Le gouverneur se demande bien qui il accueille dans cette colonie du Cap jusqu'alors bien paisible. Il ne va pas tarder à obtenir des réponses. Barry met en place des protocoles des plus particuliers. Jamais les parents de la petite n'avaient entendu parler de telle méthode. John, discret comme une ombre, est des plus impressionnés par cet aplomb qu'il découvre, lui aussi,
L'état de la jeune patiente ne tarde pas à se stabiliser. Et puis mieux. Les jours suivants, son état s'améliore. Et voilà qu'en très peu de temps, elle est tirée d'affaire. Le gouverneur tombe en pâmoison devant ce médecin militaire qui vient de sauver sa fille. Héroïque, tout autant qu'insolent, Barry est introduit tout près de l'homme le plus puissant du Cap. Il devient son ami et son médecin personnel aussi. Sa carrière, elle, va pouvoir décoller. Et le mystère entourant sa vie, lui, se drape du sceau de la dissimulation. James Barry est un scientifique à nul autre pareil. De sa jeunesse, on ne sait rien, ou si peu. Il est visiblement irlandais de naissance, né autour de 1789. Sa famille émigre à Londres et sa carrière médicinale commence à Édimbourg, en 1809. Les campagnes militaires en Europe sont alors légion. Napoléon est au firmament d'une puissance qui ne va pas tarder à s'écorner. Et l'Angleterre, ennemie honnie de l'empereur, subit les foudres de sa fureur. Le jeune James intègre les rangs de la faculté de médecine, mais il est confronté d'emblée à de nombreux obstacles. Pour obtenir un diplôme, il faut avoir un certain âge et James Barry, petit, les traits lisses, paraît tout juste sorti de l'enfance. Le comité décideur bloque sa candidature. Il ne doit son salut qu'à l'intervention de Thiers et obtient le sésame de docteur en médecine en 1812. L'année suivante, il intègre le Collège royal des chirurgiens d'Angleterre. Cela lui ouvre les portes de l'armée. En Europe, le vent a tourné. L'armée anglaise, jusqu'alors loin des théâtres d'opération, est engagée dans la péninsule ibérique et donne de plus en plus de fil à retordre à Napoléon. De son côté, l'Aigle a perdu en Russie et ne cesse de reculer. La campagne d'Allemagne fait rage. Bientôt, il la perdra. Barry, lui, fait son petit bout de chemin au pays. Il se spécialise et réalise des miracles à l'hôpital militaire royal de Plymouth, où son caractère bien trempé et sa vision de la médecine déjà interpellent ses supérieurs. Nommé au grade de chirurgien adjoint en décembre 1815, c'est sur ces entrefaits qu'il est envoyé au Cap. Il y rencontre donc John et gagne ses premiers galons grâce au rétablissement éclair de la fille du gouverneur Somerset. Impétueux, rebelle et sûr de lui, le jeune chirurgien fait les merveilles en soignant les maux des militaires du Cap. Mieux, ses relations de confiance et d'amitié avec le dignitaire en place ne tardent pas à lui ouvrir des portes qui dépassent toutes ses attentes. À la surprise générale, il est nommé inspecteur médical colonial en 1822. Une promotion éclair, inespérée. C'est comme si un enseignant devenait, à la fin de sa première année, ministre de l'Éducation. Vous voyez le genre. Loin de se dégonfler, Barry s'affirme encore davantage. Il va développer dans ses nouvelles fonctions d'innombrables améliorations, aussi novatrices que fabuleuses. Le médecin comprend notamment que les épidémies de dysenterie qui ravagent la garnison et la population sont liées à une politique de l'eau déficiente. Ni une ni deux, Barry améliore les systèmes d'assainissement. Face à la recrudescence de la lèpre parmi les pauvres de la colonie, il fait bâtir un hospice. Pendant 10 ans, il parvient à gérer de manière magistrale chaque situation de crise. Il est même nommé chirurgien des forces armées et obtient une mutation rêvée à l'île Maurice, en 1828. Ces prises de position, parfois extrêmement critiques envers les pouvoirs locaux, mettent son ami le gouverneur dans des situations périlleuses. La promotion de Barry est en quelque sorte une porte de sortie qui soulage tout le monde. Oh, son caractère de feu ne va pas s'atténuer, non, loin de là. Ses nouvelles fonctions à l'île Maurice lui permettent de mettre en œuvre de nouvelles méthodes plus efficaces. Sa hiérarchie commence à l'observer de près tant ses résultats sont probants. Mais le chirurgien ne tarde pas à tout gâcher. L'année suivant son affectation, il se met à dos ses hommes et ses supérieurs. La raison ?
Il quitte son poste sans autorisation et regagne l'Angleterre. Son grand ami, Lord Somerset, l'ancien gouverneur du Cap, est tombé malade. Lorsqu'il l'apprend, faisant preuve d'une incroyable loyauté, Barry saute dans le premier navire et se rend à son chevet. Il ne parviendra cependant pas à sauver le dignitaire, tout juste à prolonger sa vie de quelques années. Son ami meurt en 1831. Barry a donc quitté son poste pendant 3 ans. Et comme vous pouvez l'imaginer, sa hiérarchie est folle de rage. Terminé l'île Maurice. Le Toubib va être puni. Il est envoyé en Jamaïque, dans une zone critique où les maladies tropicales et les épidémies sont légion. Inlassablement, Barry se porte au secours des militaires dont il a la charge sans jamais oublier les locaux. Mais sa mise à l'écart n'est pas terminée. Pire, il n'a pas arrangé son cas. En cause, son légendaire franc-parler. Alors à Londres, on décide de le mater. Un nouvel ordre de mutation le conduit à Sainte-Hélène en 1836, un îlot que tout le pays connaît. C'est là qu'est mort un certain Napoléon. Furibard d'être envoyé à l'autre bout du monde, le docteur Barry y arrive, le couteau entre les dents. Et maintenant vous le connaissez. Alors on peut décemment s'inquiéter de la suite des événements. Nous sommes sur l'île de Sainte-Hélène, en plein cœur de l'océan Atlantique. Au milieu de nulle part, pourrait-on dire. Napoléon a été envoyé ici pour finir sa vie en exil. James Barry, lui, y a été muté pour être puni. À 3000 km des côtes du Brésil et 2000 km de l'Afrique. 0 possibilité de s'échapper de ce trou perdu. Depuis qu'il a accosté dans ce nouveau lieu d'affectation, James Barry est fou de rage. Il estime ne pas mériter le traitement qu'on lui réserve. Partout où il passe, les situations s'améliorent. Alors oui, il a quitté son poste sans permission afin d'aller aider un ami. Mais démontrer de la loyauté, est-ce nécessairement punissable? Pas pour James Barry, qui ne parvient pas à se faire l'idée. D'un point de vue scientifique, sa période d'exil est profitable. Son baraquement, dit-on, est un véritable zoo, tant il aime les animaux et la flore qu'il découvre lors de ses jours de permission. Au travers de ses lectures, de ses expériences, il met en place des principes révolutionnaires. Il prescrit une alimentation saine aux soldats malades, leur interdit de boire de l'alcool ou leur demande de se laver les mains plusieurs fois par jour. Barry remarque également que le fait de se chauffer au charbon est source potentielle de soucis de santé. Il interdit donc cette pratique. Il est aussi à la pointe en matière de transmission des maladies. Barry comprend qu'entasser les malades ensemble, dans une même pièce, est une mauvaise chose. Il vaudrait mieux limiter la promiscuité tout en isolant les cas les plus critiques. Tout cela nous semble bien normal au XXIe siècle, mais à l'époque, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ensemble de ces principes apparaît comme novateur et que cela crispe nettement les chirurgiens de la génération précédente. Non mais qui est ce jeune gars qui vient leur intimer l'ordre de faire ceci ou cela? Il n'est pas plus gradé qu'eux, après tout. Alors qu'il reste à sa place, un point c'est tout. Mais notre héros, et vous le savez, en est tout à fait incapable. Et c'est ce qui va le pousser à la faute. Il faut dire qu'il ne passe pas inaperçu. Ce personnage irrévérencieux, toujours tiré à 4 épingles. Et lorsqu'un matin il se pointe au cœur du petit bâtiment faisant office d'hôpital, il manque de tomber à la renverse. Un de ses collègues chirurgiens, avec un aplomb digne de ceux qui aiment à cultiver la bêtise, est en train de provoquer une hémorragie chez un soldat dont Barry s'occupe depuis son arrivée. Ah, c'en est trop. Toutes les frustrations, toutes les colères enfouies remontent à la surface. À la stupéfaction générale, James Barry attrape le vieillissant médecin militaire par le col, le jette au sol, le provoque même en duel. Paniqué, son adversaire se redresse péniblement, les yeux chargés de colère.
Ils ne supportent plus Barry depuis longtemps. Un duel, voilà une option qui leur permettra de régler une bonne fois pour toutes leurs différends. Oui, mais voilà. La hiérarchie, informée de l'incident, décide d'en imputer la cause à Barry. Le chirurgien est mis au fer. Il risque la cour martiale. Et cela peut le conduire au pire, à la mort. Cette anecdote suffit à démontrer à quel point le poids des années ne parvient pas à assagir notre héros. Bien au contraire. Face aux officiers lassés de ses écarts, Barry parvient néanmoins à se faire acquitter, sans que sa probité ne soit remise en cause. Sa carrière peut donc continuer de plus belle. En 1840, il est muté dans les Antilles occidentales. Il y fera encore des miracles, notamment en permettant la baisse drastique de la mortalité des militaires dont il a la charge. Ces résultats probants lui permettent d'atteindre le grade de médecin en chef. Il obtient dans le même temps une mutation à Malte, zone dans laquelle il va continuer de se faire remarquer. Refusant de s'installer dans le baraquement insalubre qu'on lui affecte, James Barry prend possession de l'église et insulte même le prêtre qui cherche à le faire partir. Nouveau scandale, nouveau défi. Durant son temps de service sur place, le Toubib doit juguler une épidémie de choléra qui fait de nombreuses victimes. Grâce à ses méthodes novatrices, elle peut finalement être contenue. Sa fin de carrière approchant, sa hiérarchie semble enfin le considérer à sa juste valeur. Alors qu'il approche des 60 ans, il est envoyé à Corfou, gagnant ses galons d'officier supérieur en qualité de lieutenant-colonel et général adjoint des hôpitaux. Mais sa santé se dégrade de plus en plus. Quelques pépins déjà l'avaient contraint à se mettre au repos forcé provisoirement. Mais Barry se refuse à envisager l'inéluctable retraite. Il demande une nouvelle affectation, quitte le climat grec pour le Canada où il obtient, cerise sur le gâteau, son grade d'inspecteur général des hôpitaux. En 1859, sa carrière est terminée. C'est sa hiérarchie qui le force à arrêter. Lui se sentait prêt pour continuer, encore et encore. Sa quête d'amélioration des soins médicaux des soldats de l'Empire présents dans le monde entier n'était pour lui pas terminée. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Irlandais de naissance aura réussi le tour de force d'atteindre une place qui semblait inespérée au début de sa carrière. Ce fut possible alors que jamais il n'a renié celui qu'il est, dans ses méthodes et dans son franc-parler. De retour à Londres, Barry ne va pas survivre longtemps à la retraite dorée qui lui est offerte. Sa santé déclinante le rend vulnérable et un grave épisode de dysenterie finit par lui coûter la vie en juillet 1865. Ainsi s'achève la vie de James Barry, notre héros du jour. Si sa carrière fut inégale, ponctuée d'événements mais aussi de progrès absolument sensationnels, elle n'est en rien mystérieuse. Mais alors quel est donc ce secret que John, le domestique, cherche à cacher après le décès de Barry? Pourquoi la servante du médecin militaire a-t-elle averti la presse? Patience. Nous touchons au but et vous pouvez me croire. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Nous sommes le 25 juillet 1865, en fin de matinée. Depuis quelques heures, James Barry est mort chez lui, au 14 Margaret Street. Sophia Bishop fait partie intégrante du personnel de maison de l'officier décédé. Elle a été chargée de s'occuper des préparatifs de l'enterrement. Les instructions laissées par le défunt sont claires. Pas de soins mortuaires et un enterrement dans la tenue qu'il portait au moment de son trépas. Pourtant, Sophia Bishop se retrouve
face à un dilemme. Les derniers moments du mort ont été éprouvants et ses vêtements sont sales, indignes de son rang. Un instant, elle hésite. Devrait-elle le changer ? S'il apparaît souillé de cette manière, la responsabilité lui incombe à elle. Alors, la femme de chambre fouille dans les placards, en sort un magnifique uniforme militaire et déshabille James Barry. Elle ne tarde pas à pousser un cri étouffé. Faisant face au cadavre nu du médecin, elle manque de tomber à la renverse. James Barry n'est pas un homme, il est une femme. La mère de famille va même plus loin. Les vergetures de Barry, là, près du bas-ventre, indiquent les traces d'un accouchement dans sa jeunesse. Bishop tombe des nues et ne tarde pas à comprendre qu'elle pourra tirer de gros avantages d'un tel secret. Elle connaît le médecin qui s'est occupé du mort durant ces dernières années, le docteur McKinnon. Elle pourrait aussi demander de l'argent à John, le domestique de toujours. Il doit forcément être au courant. L'enterrement de Barry est planifié au lendemain. Son plan terrible se met en place. Sophia Bishop se voit déjà riche comme Crésus, et si le toubib ne veut pas payer, alors elle divulguera le scandale à la presse, qu'elle a déjà contacté. L'incroyable découverte ne va pas tarder à secouer toute la société britannique, au détriment du plus important, l'héritage médical de James Barry. Le docteur Barry, donc, serait une femme. La servante, qui n'obtient rien du médecin qu'elle essaie de faire chanter, se précipite chez les journalistes. Un mois après le décès de Barry sortent les premiers articles. Le scandale prend une ampleur nationale. Comment l'administration et l'armée ont-elles pu se faire berner de cette manière pendant des décennies ? Et puis, une femme avec une telle carrière ? La société de l'époque n'est pas prête à envisager une telle chose. Cela semble impossible, incongru. En tous les cas, la médiatisation de l'affaire provoque une escalade. Des témoins rapportent dans les journaux qu'ils étaient au courant de la condition de Barry. D'autres qu'il s'est joué de ses supérieurs. Pour l'armée, c'en est trop. La Royal Army décide unilatéralement de sceller les états de service du médecin militaire pendant 100 ans. Aucun chercheur n'a donc pu avoir accès à son dossier avant la fin des années 50. Et John, dans tout ça ? Le domestique, était-il au courant du secret ? Probablement pas, tant Barry a souhaité dissimuler son identité tout au long de sa vie. John disparut peu après les obsèques de son ancien patron. Certains disent qu'il est retourné en Jamaïque. Nous n'avons pas de certitude à ce sujet. Quoi qu'on en dise, la vérité autour de James Barry est loin d'être percée à ce jour. Homme, femme, hermaphrodite, pour employer le terme de l'époque, toutes les options sont encore sur la table. Il semblerait néanmoins que Barry ait bien été une femme, née Margaret Buckley, et qui, en 1809, refusant sa condition, s'est travestie afin de devenir médecin. Son pari fut réussi, c'est le moins que l'on puisse dire, et avec brio. Elle aurait été aidée dans cette entreprise par des personnes clés, aux idéaux égalitaires, sans qu'on puisse établir de certitude là non plus. Jamais, pas même à John ou à d'autres personnes de son cercle proche, James Barry ne se sera présenté comme étant une femme. Aux yeux du monde, il est un homme, jusqu'à ce qu'éclate le scandale. Scandale, oui. Parce que dans l'Angleterre du 19e siècle, jamais une femme n'a été médecin ou chirurgien militaire. Elles en sont même jugées incapables. C'est aussi pour cela que Barry est présenté dans la presse de l'époque comme hermaphrodite et rarement comme femme à part entière. Le dire ainsi signifierait que l'armée s'est faite berner pendant des décennies et que les femmes peuvent accéder à ce type de poste à responsabilité. Et même mieux, qu'elles peuvent obtenir des résultats plus que probants. Femme déguisée en homme toute sa vie,
intersexe ou femme transgenre. Le débat fait rage parmi les chercheurs qui se sont penchés sur la question. Mais ce qui tient la corde, à l'heure actuelle, semble ceci. Barry serait la première femme médecin britannique de l'histoire. Derrière cette affaire bien mystérieuse se cache une récupération politique qui s'empare de l'héritage de Barry dès son décès. McKinnon, son dernier médecin, ne s'y trompe pas lorsqu'il écrit à ses supérieurs qu'au fond, le genre du défunt importe peu. Tout part de la volonté de la servante d'obtenir de l'argent en échange de son silence, ce que McKinnon refuse d'envisager, ne jugeant pas qu'elle détient là un grand secret. Oui, Barry est certainement né femme en Irlande, devenant homme afin de mener à bien sa carrière professionnelle. Mais de deux choses l'une, où James Barry n'a pas eu le choix et, à la manière d'une George Sand en littérature, a quitté sa condition de femme pour mener ses rêves à bien, contraint et forcé par le biais de la dissimulation et du déguisement, où Barry a peut-être fait ce choix sciemment, dans la quête de son identité propre. N'oublions pas que ces dernières dispositions sont claires. Être enterré sans soin particulier et dans la tenue portée à sa mort. Il semblerait donc que le médecin ne voulait pas que son secret soit découvert. On peut aisément le comprendre. En parlant de son identité sexuelle, on élude le plus important, son héritage médical. Car oui, Barry a renversé des montagnes, le tout grâce à la force de ses intuitions et à un savoir-faire unique à l'époque. Il a été d'un grand secours pour les malades du monde entier, mettant en place des protocoles et des méthodes qui serviront ensuite dans l'armée britannique pendant des décennies. C'est Barry qui, notamment, mène à bien l'une des premières césariennes de l'histoire des colonies. Toujours à la pointe, elle impose partout des idées nouvelles et s'impose comme une ponte dans son domaine. Comment ne pas comprendre sa volonté de ne pas voir éclater un quelconque scoop à son sujet? À la suite de son décès, moqué, vilipendé dans la presse, on fait tantôt passer Barry pour une jeune femme risquant tout afin de pouvoir retrouver un amant au Cap, tantôt pour un imposteur. La société de l'époque vit dans ce mantra permanent qu'une femme ne serait pas capable de faire ce que Barry a accompli dans sa carrière. Et pourtant, c'est cela avant tout qu'il faut mettre en lumière, plus encore que le mystère de sa vie. C'est l'héritage de Barry qu'il faut continuer de porter, autant les apports de ses découvertes et de ses avancées médicales ont pu permettre une amélioration de la condition des malades et des sujets de l'Empire britannique. Pour le reste, laissons la parole au docteur McKinnon. Dans un courrier à sa hiérarchie, il rédige ces quelques mots en évoquant la servante à l'origine du scandale. Il me semble très à propos. Il écrit ceci. « Je lui ai répondu que cela ne me regardait pas de savoir si le docteur Barry était un homme ou une femme. Et c'est peut-être cela, finalement, la meilleure conclusion à notre histoire du jour. Vous ne croyez pas ? » Voilà pour ce récit, proposé par Maud Van Lensel à l'occasion du concours organisé par la Première. Une histoire que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean et à la collaboration des équipes de LDV Productions. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.